Madame, Monsieur, bonsoir. Relations Maroc-Union européenne dans Question d'actu ce soir et retour dans cet épisode sur les dessous et le bilan de la visite le 25 octobre dernier à Bruxelles du chef du gouvernement et du chef de la diplomatie marocaine, Hassan Bouletta. Partenaire clé et clé de voûte dans plusieurs domaines, le Royaume mise sur la robustesse de ses relations économiques avec l'UE pour construire de nouvelles et ouvrir de nouvelles voies de coopération stratégique axées sur les secteurs d'avenir comme les énergies et ancrées surtout dans des partenariats tout aussi importants tels que le domaine sécuritaire. D'ailleurs, la Commission européenne et le Conseil de l'UE ont récemment plaidé devant la Cour de justice de l'UE pour maintenir cet accord de pêche avec le Maroc qui s'applique aussi sur le Sahara. Ils soutiennent ainsi que le Front Polisario n'est pas une autorité compétente pour conclure ou mettre en œuvre un tel accord. De surcroît, et cette fois sur le volet politique et bilatéral, le nombre de pays de l'UE soutenant les initiatives du Maroc est sur un trend haussier. 14 pays expriment en effet leur soutien sans équivoque au plan d'autonomie marocain. Et le Maroc est droit dans ses bottes. Pour les pays de l'UE, comme pour tout partenaire, le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Royaume considère son environnement international, pour reprendre les mots de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Pour le débat de ce soir, avec moi sur le plateau, professeur Mustapha Srimi. Bonsoir, professeur Srimi. Et se joint à nous, c'est une joie de l'accueillir, se joint à nous depuis Bruxelles, notre confrère et collègue Tariq Lavi. Bonsoir, Tariq Lavi. Bonsoir à tous. Alors Tariq, on va commencer peut-être cette émission par ces rencontres, d'ailleurs à l'initiative du Royaume, ces rencontres entre les responsables marocains et ceux représentant l'UE. C'était à Bruxelles le 25 octobre dernier, donc un bilan de ces rencontres, Tariq Labi. Oui, il faut tout de suite peut-être préciser déjà qu'au mois d'octobre, en l'espace de 15 jours, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères, Hassan Bouletta, se sont rendus à 2 reprises à Bruxelles pour rencontrer de hauts responsables européens, fait assez rare pour le souligner. Le 10 octobre, c'était donc avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et puis, comme vous l'avez dit, le 25 octobre avec Charles Michel, le président du Conseil, et Olivier Varhelyi, qui est le commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage. Alors, c'était d'ailleurs en marge du fameux sommet Gateway qui s'est tenu ici, un forum mondial d'investissement dans les infrastructures étrangères pour contrer en quelque sorte l'influence grandissante, on sait, de la Chine et ses succès, ses nouvelles routes de la soie. Alors, une intense activité diplomatique marocaine avec des rencontres de haut niveau européen, ce sont des signes qui ne trompent pas. On sait que les différentes parties ont échangé, on a pu le lire dans les communiqués qui ont suivi autour de la mise en œuvre de cette déclaration politique conjointe adoptée en juin 2019, qui avait pour mémoire institué ce partenariat euro-marocain de prospérité, un entretien qui était aussi l'occasion de réaffirmer ce que l'on appelle la centralité du partenariat multidimensionnel, un partenariat qui constitue une référence de la politique de voisinage de l'Union européenne. Alors, un partenariat qui, il ne faut pas l'oublier, s'est quand même enrichi ces dernières années. Quelques exemples rapidement, le partenariat vert, le partenariat numérique, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir là-dessus tout à l'heure. Certainement, vous avez parlé de politique de voisinage, donc c'est le bilan. Vous avez également brossé un tableau sur les ambitions de telles rencontres qui s'intensifient. Mustapha Srimi, le dessous de ce genre de rencontres entre les responsables des 2 côtes de la Méditerranée, en tout cas l'UE et le Royaume du Maroc. Le dessous peut-être pas, mais ce qui est significatif et notable. D'abord, l'étroitesse des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Il faut signaler au passage, les 2 tiers de nos échanges commerciaux se font avec l'Union européenne, ne serait-ce que ça, donc c'est extrêmement important, d'un partenaire financier aussi, contribution, etc. Des liens étroits attestés par la fréquence et le haut niveau de représentation des visites européennes. Vous avez fait référence à la visite du chef du gouvernement, de celle du ministre des Affaires étrangères. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en branle, c'est-à-dire que le Maroc
maintenant décide de, si vous voulez, de reprioriser, si je puis dire, ses relations avec l'Union européenne du fait d'un certain nombre de dossiers qui sont en instance. Les liens étroits, j'ai dit, je vais vous donner quelques éléments d'information. Pour la seule année 2022, l'année dernière, donc, il y a eu pas moins de 6 commissaires de l'Union européenne qui sont venus dans le Royaume. C'est pas si courant que cela quand on compare avec d'autres pays de la rive sud de la Méditerranée, vous le savez. En janvier 2023, début de cette année, c'était Josep Borrell qui est responsable des relations extérieures de l'Union européenne. Également, la fin 2022, on a eu la présidente donc, de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc, il y a quelque chose qui est là. Il y a un tissu, un maillage de relations bilatérales. Et puis, il y a un socle de référence. Notre ami à Bruxelles y a fait référence. C'est le pacte de partenariat privilégié pour une prospérité partagée qui a été signé donc en 2019. C'était de 2 mars 2019 et je crois qu'il faut donner des éléments d'importance pour ne pas rester au niveau simplement du vocabulaire. Ça couvre quel secteur? C'est des secteurs extrêmement importants. La déclaration conjointe de 2019. De 2019, ça couvre un certain nombre de secteurs qu'il faut rappeler peut-être aux téléspectateurs. C'est des engagements de l'Union européenne qui se déclinent sur plusieurs chapitres. D'abord, l'appui au renforcement de la protection sociale, c'est 1,4 milliard de dirhams, ce n'est pas négligeable. Et c'est important, et oui, c'est l'appui au renforcement de la protection sociale. Le programme s'appelle d'ailleurs Karama. Et c'est intéressant à relever parce que l'Union européenne entend donc participer à la politique d'élargissement et de consolidation de l'État social, la protection sociale du Maroc. C'est à noter. Deuxième programme aussi, l'appui à la transition verte. Et sur ce plan-là, nous avons des choses importantes. Il y a des engagements de partenariat vert entre l'Union européenne, c'est connu. Et le programme s'appelle Terre verte. C'est un montant de 1,26 milliard de dirhams. Donc c'est quand même une somme tout à fait notable. C'est 115 millions d'euros. Et c'est un programme qui va être mis dans 4 régions agroforestières, etc. Autre programme aussi, l'appui à la réforme de l'administration publique. Et là, c'est un programme de 550 millions de dirhams qui va permettre d'améliorer l'accès aux services publics. J'y ajoute l'appui à la gestion des migrations, c'est 1,67 milliard de dirhams. On va y revenir parce que la question migratoire est importante. Et puis aussi d'autres programmes, l'appui au renforcement de l'inclusion financière et sans oublier un programme de 550 millions de dirhams intitulé Énergie verte. Donc voilà un champ de coopération qui intéresse les divers domaines de l'activité marocaine, mais qui intéresse aussi les chantiers et les nouveaux secteurs de l'économie marocaine. Je pense à l'inclusion financière, je pense à l'énergie verte, etc. Donc ça représente une concrétisation, selon vous, de cette déclaration conjointe de 2019. Oui, je crois. Est-ce qu'elle est à un niveau, Tariq Labi, optimal, justement, la concrétisation de cette déclaration conjointe de 2019 ? Bon, je pense qu'il y a encore du travail à parcourir dans ce domaine, mais on peut dire que c'est aussi quelque part une réaffirmation de ce partenariat assez stratégique entre les deux pays. Sisimi l'a évoqué il y a quelques instants, la visite au début de cette année de Josep Borrell à Rabat, qui est venu confirmer ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. Et Josep Borrell a annoncé, il faut le rappeler, le lancement de quelques initiatives pour renforcer ce partenariat. Il y a la lutte, bien sûr, contre les menaces sécuritaires et terroristes, et aussi une coopération renforcée dans les institutions, ce qu'on appelle multilatérales. Les échanges économiques, financiers, commerciaux sont autant d'éléments qui illustrent aussi cette dimension concrète de ce partenariat assez particulier entre l'Union européenne et le Maroc. Faut-il encore préciser que l'Union européenne, elle l'a rappelé tout à l'heure aussi, c'est Sisimi, qui est le plus important partenaire commercial du Maroc, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, mais en tout cas, ce partenariat stratégique est là, il est affirmé et se réaffirme à travers ces différentes initiatives que vous avez évoquées.
Alors, vous ne vouliez pas parler tout à l'heure des dessous, ou en tout cas de ces rencontres et de cette série de rencontres au sommet stratégiques et un partenariat certes stratégique qui dépasse certaines controverses. Oui, évidemment, nous avons, vous y faites référence, il y a un stock et un socle de relations bilatérales et donc autour de programmes particuliers intéressants, les programmes que j'ai évoqués tout à l'heure. J'y ajoute l'enseignement supérieur aussi, il faut quand même le mettre, c'est 500 millions de dirhams. Également un autre programme de financement pour la connectivité numérique transméditerranéenne, le programme s'appelle MEDUSA. Également les industries culturelles et créatives, c'est 100 000 aussi. Donc il y a quelque chose, c'est-à-dire il y a un matelas de secteurs de coopération qui fait que c'est des relations étroites, de grande dimension, appelées à se développer et ouvertes sur de nouveaux chantiers. Nouveaux chantiers, l'environnement, l'économie verte, etc., j'y reviens pas. Maintenant, à côté de ça, il y a la conjoncture. La conjoncture, évidemment, le Maroc attend beaucoup de ce partenariat avec l'Union européenne. Alors, il faut distinguer peut-être entre les relations avec l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne, la Commission en l'occurrence. Et le Parlement aussi. J'y venais, voilà, merci. Qui est l'organe exécutif, donc l'Union européenne, et à côté de ça, le Parlement. Avec l'organe exécutif qui est la Commission de l'Union européenne de Bruxelles, les choses avancent, il y a des concertations, parfois il y a quelques frottements, etc., mais on arrive à trouver langue et à conjuguer les efforts pour améliorer les positions actuelles. Pour ce qui est du Parlement européen, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que la composition de ce Parlement est telle que, évidemment, il y a aujourd'hui 27 pays qui sont représentants depuis le retrait de l'Angleterre, 27 pays, et donc il y a 27 eurodéputés représentant donc les 27 membres. Alors, évidemment, c'est une grosse machine, il faut gérer ça, etc. Et je vais y venir. Nous avons eu des problèmes avec ce Parlement européen sur un certain nombre de questions, notamment l'année dernière, en février. En février dernier. D'abord, janvier, c'était le 18 ou 19 janvier, si j'ai bonne mémoire, et ensuite en février, vote de deux résolutions. Résolution qui intéresse quoi ? Qui intéresse la situation démocratique, donc notamment dans les provinces sahariennes, et ça intéresse aussi l'opposition d'un certain nombre d'eurodéputés pour ce qui est de l'élargissement des accords de coopération, notamment l'accord de pêche aux provinces sahariennes, d'autant qu'il y avait un agenda, puisque l'accord de pêche a fini, il a été conclu pour plusieurs années, il a fini, donc c'était le 18 juillet, exactement 18 juillet, et toute une campagne a été faite par des eurodéputés peu favorables au Maroc, mais ça on le sait depuis toujours, pour, à la faveur de cet agenda-là, donc celui de la fin de l'accord sur la pêche, pour se mobiliser, pour reposer le problème qui est le suivant. Ils disent il s'agit de ne pas reconduire cet accord de pêche parce que c'est un accord de pêche qui ne permet pas de prendre en compte les besoins des populations des provinces sahariennes et qui ne bénéficie pas, c'est une exploitation des ressources sur un territoire dont le statut, à leurs yeux, n'est pas réglé internationalement. Sur ce plan-là, le Maroc a réagi. Je vais y revenir, mais ce qui est intéressant, c'est d'où venaient ces campagnes-là. Il faut le rappeler, on a quand même un certain nombre d'éléments d'information. À la manœuvre, si je puis dire, il y avait un groupe dirigé par le secrétaire général du parti macronien, et ça c'est l'histoire, c'est le fait,
Stéphane Séjourné, qui a ameuté les uns et les autres et qui a pris des positions. Mais entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Oui, voilà, mais il faut quand même. Il y a l'historique des choses pour que les spectateurs savent d'où ça vient. Maintenant, il faut espérer que le groupe macronien des eurodéputés et d'autres, etc., reviennent à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire ils prennent acte des réalités telles qu'elles sont sur le terrain et à l'international avec le vote de la résolution 2703 du Conseil de sécurité qui consolide davantage les positions du Maroc. C'est une résolution d'il y a quelques jours, c'était lundi 30. Exact. Et bien, donc nous en sommes là. Maintenant, pour ce qui est de l'accord de pêche, il faut le rappeler, le Maroc n'est pas en difficulté du fait que l'accord de pêche n'a pas été renouvelé. D'ailleurs, le Maroc s'est préparé à cette option-là. On sait faire de l'anticipation tout de même. On n'est pas là assis en disant qu'est-ce qui va passer le 19 juillet au matin, on va perdre l'accord, etc. Le Maroc a des options stratégiques, des options... C'est qu'on n'en parle plus depuis... Oui, c'est pas comme si voilà, il y avait des points d'interrogation qui sont restés. Alors, lié à ça, il y a une procédure judiciaire au niveau des institutions de la Cour de justice européenne. De la Cour de justice. Le dossier maintenant, il y a un tribunal qui a pris une décision négative à ce sujet. Il y a eu donc un recours de l'Union européenne, de la Commission, c'est intéressant. C'est la Commission qui a fait un recours en appel, comme ça se fait dans une procédure normale. C'était prévu pour la fin de l'année. Que ce recours soit examiné par la Cour européenne de justice. Et il y a quelques jours, il y a une semaine, on a appris que c'était renvoyé au mois de mars. Et au mois de mars. Et donc, à ce moment-là, on verra une décision. Je puis vous dire que c'est sans beaucoup d'anxiété ni d'inquiétude que nous attendons cela. Les choses rentrent dans l'ordre. Et ceux qui se distinguent par leur politique hostile, etc., il faudra qu'ils trouvent d'autres chats à fouetter ailleurs, peut-être. Oui. Alors, vous avez parlé du Parlement européen, Tariq Labi, le rôle aujourd'hui de la diplomatie parlementaire. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi, Sisrimi, mais je voudrais faire peut-être intervenir d'abord mon confrère Tariq Labi sur la question. Vous qui êtes à Bruxelles et vraiment... dedans, dans ce Parlement, mais le rôle que peut jouer la diplomatie parlementaire pour appuyer, pour asseoir davantage de ce partenariat, en l'occurrence. Alors, personnellement, je pense que cette diplomatie parlementaire doit sans doute encore faire plus d'efforts et être plus active. La diplomatie parlementaire, on le sait, c'est un autre levier de coopération auquel il faut accorder toute son attention pour, bien sûr, porter les objectifs stratégiques du Maroc pour soutenir la politique étrangère du Royaume, qu'elle concerne bien évidemment l'intégrité territoriale, mais pas que. On l'a évoqué tout à l'heure aussi, il y a aussi la coopération multidimensionnelle avec l'Europe qu'il faut entretenir. Je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur ce sujet-là. Mais je voudrais quand même revenir, on parlait il y a quelques instants de frottement et de nuages dans la relation entre le Maroc et l'Union européenne, mais ça ne peut pas remettre en cause, disons, fondamentalement le partenariat stratégique du Maroc avec l'Union européenne. Le Maroc qui occupe une position, on le sait, géopolitique avantageuse. Il se trouve aussi à la croisée des chemins entre l'Afrique subsaharienne, le monde arabe, l'Europe. Il jouit aussi d'une très bonne position au sein du système international. Et le Maroc a connu, disons, en l'espace d'une décennie de profondes transformations. Et si Bruxelles veut approfondir justement cette relation, elle doit aussi entretenir une relation stable, saine et aussi productive avec son partenaire marocain. Et dont les accords commerciaux sont la pierre angulaire, mais pas que, il y a les investissements aussi. Peut-être un commentaire avant de faire le point sur la tendance des investissements européens, peut-être un mot sur le rôle de la diplomatie parlementaire, professeur Srimi. Alors, évidemment, nous avons une diplomatie d'État qui est mise en œuvre donc par le département des Affaires étrangères, et c'est un secteur régalien, il faut le dire, du fait des responsabilités constitutionnelles de Sa Majesté le Roi. Et oui, c'est dans la Constitution. Donc il faut expliquer pourquoi c'est un secteur régalien de souveraineté, parce que ça fait partie des charges donc, qui sont confiées au souverain du fait de son statut. Donc le souverain a la haute main sur la politique étrangère, les options, etc.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons la diplomatie parallèle, et en l'occurrence parlementaire. Nous avons deux chambres dans notre Parlement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, et chacune de ces chambres a un réseau à l'international, notamment de groupes d'amitié. Je me suis intéressé à la question, vous le savez, nous avons plus de 80 groupes d'amitié parlementaires Maroc, Parlement étranger. Plus de 80. Alors, il y a ceux qui ne se distinguent pas par beaucoup d'activisme, etc., mais il y a des groupes importants, Maroc-Espagne, Maroc-France, etc., c'est connu. Mais en l'espèce, pour revenir aux relations entre Maroc et Union européenne, nous avons un groupe ad hoc particulier qui est un groupe donc entre députés marocains et eurodéputés du Parlement. C'est un groupe qui est présidé par quelqu'un que vous avez reçu plusieurs fois ici même sur le plateau. Ça fait un moment que je ne l'ai pas reçu. La dernière fois que je l'ai reçu, justement, le débat était très dynamique entre vous deux. Voilà, je m'en souviens. Voilà, c'était précisément, il est président, donc côté marocain, il est coprésident de ce comité. De la commission mixte. La commission mixte. Maroc-UE. C'est Lahsen Haddad, ancien ministre, vous le savez, qui suit ces questions avec beaucoup d'intérêt. Ce comité, normalement, est un vecteur de rapprochement, de débat, de délibération pour capitaliser des avancées pour ce qui est de ce partenariat privilégié avec l'Union européenne. Or, il y a eu cette crise en début d'année, la première résolution du 18 de janvier, 19 janvier, une deuxième en février, je l'ai déjà dit. Évidemment, c'est un gros problème, une grosse interpellation pour ce qui est fait par ce Parlement, alors que nous avons par ailleurs un groupe mixte. La question posée était celle-ci à l'époque, puisque vous avez des griefs contre le Maroc, ce que l'on peut comprendre, etc., pourquoi ne pas avoir inscrit ces griefs-là dans un ordre du jour de cette commission mixte Maroc-Union européenne? Pour qu'il y ait des discussions en amont avant de déposer justement cette motion. Tout à fait. Donc c'est ça l'esprit de coopération, c'est ça l'esprit de partenariat. Ce n'est pas l'interpellation publique alors qu'il y a une instance particulière qui a été mise sur pied. Cette instance ne s'est pas réunie. Elle ne s'est pas réunie. Le Maroc a demandé à plusieurs reprises donc là, sa convocation. Elle a été renouvelée. Elle est coprésidée par le Maroc et un eurodéputé. Et donc, le Maroc n'a pu que tirer les conclusions de cette situation-là, une situation de blocage. Sur ça est venue une session spéciale, vous savez, du Parlement sur les deux résolutions, vous le savez, exact. Avec les deux chambres. Votre invité ici présent y avait participé, puisqu'on avait posé le problème qui était posé à cet égard. Donc, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est réactiver, puisqu'il y a une nouvelle tonalité qui paraît se dessiner maintenant, il faut réactiver cette commission mixte, reprendre la main, inviter les eurodéputés donc à débattre des questions d'intérêt commun. Et puis, autre chose aussi, il faut que les eurodéputés comprennent que le Maroc tient à se faire respecter. Je vais risquer une formule. Le Maroc gentil, bien élevé, accueillant, faisant des courbettes aux ingettes, c'est fini. C'était une autre époque. Le monde a changé, le Maroc a changé. Et sur ce plan-là, c'était extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut du respect et il faut de la considération. Le Maroc est une puissance émergente, influente, et j'ajoute un dernier point. L'Union européenne doit prendre une meilleure appréhension, à mon avis, de ses intérêts avec le Maroc. Vous savez, il n'y a pas de cadeau. S'il y a un partenariat privilégié, on fait pas du caritatif. C'est qu'il y a des intérêts. Oui, c'est pas du social. Les intérêts, il faut le dire. Alors, quels sont les intérêts de l'Union européenne? Dans la rive sud de la Méditerranée, qu'est-ce qu'on a? On a un espace géopolitique, géostratégique de turbulence majeure. Quel est le seul pays qui présente des garanties de stabilité, de démocratie, d'élargissement des espaces et qui en plus est engagé dans des chantiers de développement? Il n'y a que le Maroc. Prenez la carte. Je vais pas un mot sur le pays voisin, l'Algérie.
je n'ai pas besoin d'en dire plus. Le pays voisin du pays voisin, la Tunisie, vous savez quelle est la situation. En Libye, n'en parlons pas. Et ailleurs, etc. Donc, dans la rive sud de la Méditerranée, l'Union européenne a compris qu'il y a un pays où il y a stabilité et qui peut jouer un rôle dans le renforcement de la stabilité et dans les causes de la paix et de la sécurité. Sécurité de la rive sud par rapport à la rive nord, c'est important, avec tout ce qui se passe, terrorisme, flux migratoires, etc. Sécurité aussi pour des dossiers annexes ou connexes, notamment ce qui se passe au Sahel. Et donc, on ne peut pas mener une politique de sécurité, de bon voisinage et de coopération si on met en équation la place et le rôle du Maroc. Exact. Et le rôle du Maroc, que ce soit de manière bilatérale avec les différents pays des 27, ou entre le Maroc et les institutions de l'UE sur ces questions centrales. Vous avez parlé de sécurité, vous avez parlé de migration et aussi d'influence. Alors, on va peut-être commencer par cette question d'influence. Vous en avez parlé lors de votre première réponse, Tariq Labi, cette lutte d'influence en Afrique. Alors, effectivement, l'UE a enregistré un retard quand même par rapport aux géants chinois, il faut le dire. Quel rôle pourrait jouer le Maroc de par sa politique de coopération sud-sud qui a porté ses fruits pour une coopération tripartite, UE, bien sûr, Royaume du Maroc, et le continent africain et tous les pays de l'Afrique? Oui, déjà le Maroc a connu en l'espace d'une décennie de profondes transformations. Ses relations internationales se sont diversifiées, tant au niveau des acteurs qu'à celui des orientations stratégiques et de sa politique étrangère. L'Union européenne sait que le Maroc est un pays stable. L'Union européenne sait qu'avec certains voisins, la relation est plutôt schizophrénique. Alors le Maroc aujourd'hui est actuellement le second investisseur dans le continent africain et l'État pousse aussi ses entreprises privées, ses banques, ses assurances à s'implanter aussi en Afrique et en se positionnant comme également un vendeur de services. Et là encore, l'Union européenne veut saisir cette opportunité, cette fenêtre sur l'Afrique pour développer quelque part davantage ses actions sur le continent africain. Et allez, je vais oser le dire, quelque part, ils ont besoin du Maroc. Alors, j'évoquais cette question de migratoire. J'aimerais bien vous interpeller, vous qui êtes à Bruxelles. Nous sommes à la veille des élections européennes, enfin à la veille, donc sont prévues pour la mi-2024. La question migratoire, mars 2024, merci pour la précision, cher Mostafa Sahimi. La question migratoire à la veille de ces élections. Alors, c'est un épineux problème. Ici à Bruxelles, l'Europe, d'une manière générale, on sait, a durci sa politique en la matière après l'arrivée de la droite extrême dans pas mal de pays qui font le forcing sur Bruxelles pour adopter une politique plus agressive en la matière, ce qu'on appelle des tentatives d'externalisation des politiques migratoires. Et le Maroc, lui, c'est un partenaire stratégique de l'Union européenne avec lequel, d'ailleurs, on travaille depuis plusieurs années, je pense une dizaine d'années. L'Union européenne est le partenaire le plus ancien du Maroc en termes de coopération technique, de coopération financière. Et puis aussi la stratégie chez nous, la stratégie nationale d'immigration et d'asile, est présentée comme un exemple de gestion migratoire des plus avancées, tant sur le plan législatif que sur le plan qu'institutionnel aussi. La régularisation de la situation administrative de plusieurs milliers de migrants, de les intégrer aussi dans la société marocaine. Le Maroc est également l'un des États fondateurs du processus de Rabat, et Sa Majesté le roi Mohammed VI est désigné par ses pairs, chefs d'État africains, comme d'ailleurs le leader du continent africain dans les questions migratoires. Alors le Maroc reste un interlocuteur expérimenté, averti en la matière, et l'Union européenne doit savoir ce qu'elle peut demander et ce qu'elle ne peut pas demander. Là encore, la relation déjà entre les deux parties doit être basée sur la confiance et le respect mutuel. Tout à fait. Sur la question migratoire, je voudrais dire ceci. L'Union européenne, dans le cadre de la convention à laquelle vous avez fait référence de 2019, de mars de juin, et voilà, ça a été renouvelé donc en 2019. Pour ce qui est de l'appui de l'Union européenne à la gestion des migrations, l'aide de l'Union européenne est de 152 millions d'euros.
Ça fait 1,67 milliard de dirhams. Je puis vous dire que c'est hautement insuffisant par rapport aux frais que coûte cette politique de contrôle migratoire au Maroc. Certainement. C'est au moins 5 fois plus. Et c'est un dossier que vous et moi nous suivons depuis des années. Vous le savez, je peux le dire, ça a été déclaré, etc. C'est-à-dire que ça pose un problème de fond. Le Maroc a pour mission de sécuriser ses frontières. C'est normal, c'est une fonction de souveraineté. Le Maroc n'a pas pour mission d'être chargé de sécuriser les frontières européennes. Contrairement à ce qu'on peut oui, penser dans un élan un peu de... Il faut rappeler ça aux Européens. Supériorité, parce qu'on dit, oui... nous ne sommes pas là pour sécuriser... C'est un discours qui est... je dirais pas... faut le marteler. Le discours que le Maroc joue le rôle un peu du gendarme, si vous voulez, des frontières européennes, on l'a déjà entendu dans certaines déclarations, mais c'est quelque chose à corriger, justement. Je suis de votre avis et il faut continuer à le marteler alors que le champ langagier, le vocabulaire médiatique, partisan interne Europe, etc., est tout à fait réducteur et négatif. Il faut continuer à dire que nous avons comme devoir et comme mission de sécuriser nos frontières. C'est la fonction d'un État. Nous n'avons pas pour vocation de sécuriser les conditions d'accès de flux migratoires irréguliers pour ce qui est de vos frontières. J'ajoute, il faut quand même le rappeler, vous savez combien l'Union européenne donne à la Turquie au titre de l'aide à la migration? Dites-moi. Je vais vous le dire. Entre 3 et 4 milliards d'euros. C'est extrêmement important parce qu'évidemment, il y a une telle poussée. Nous on ne demande pas à être payés, etc. Mais on demande au moins, sur la base de dossiers financiers, probants, etc., dire voilà ce que ça nous coûte. Vous voulez qu'on continue donc à sécuriser nos frontières et par contre-coup, si vous voulez en même temps sécuriser les vôtres, eh bien c'est une chose. Alors, quand vous dites sécuriser les frontières, la nuance est importante, Mustapha Srimi. Quand on dit sécuriser les frontières, ce n'est pas que la question migratoire qui est en jeu. Il y a la question sécuritaire. Vous avez raison. Elle n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. D'abord, il y a la question migratoire, vous avez raison de le relever. Il faut élargir la notion et le périmètre de la sécurisation. C'est les trafics, la contrebande, évidemment les filières terroristes qui sont une menace extrêmement importante pour l'Union européenne. Et sur ce plan-là, le Maroc est cité par la communauté internationale, vous le savez, dans différentes instances, comme ayant une politique sécuritaire extrêmement performante et proactive. Et du coup, qui dépasse ses frontières. Voilà, évidemment, parce qu'on ne peut pas s'isoler, parce que vous êtes dans un environnement maritime ou autre, etc. Donc sur ce plan, ce sont ces éléments-là qui doivent être, à mon avis, davantage expliqués et rehaussés dans nos conversations avec l'Union européenne, pour leur dire, vous avez un pays stable qui assure des missions, qui en plus est un pays engagé dans des processus de développement, de création, de mise en place d'un État social, d'ouverture, consolidation des espaces démocratiques, de réforme sociétale, le code de la famille, le code pénal prochainement, etc. Donc vous avez des intérêts supérieurs importants parce que c'est un modèle de coopération, de partenariat privilégié, mais c'est aussi un pays qui a un plus par rapport à tous les autres pays de la rive sud, et je peux aller loin jusqu'à l'Égypte si vous voulez, qui assurent une fonction sécuritaire, et c'est extrêmement important. Et ils sont d'ailleurs très anxieux à propos des menaces sécuritaires qui sont réelles, qui pèsent sur l'Europe, menaces qui peuvent que s'aggraver avec ce qui se passe à Gaza et ailleurs, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Modèle de coopération, restons sur le modèle de coopération, justement, Maroc-UE. Il y a ces domaines, je dirais, historiques, classiques, Tariq Labi, à savoir
bien sûr, le volet sécuritaire, le volet économique. On a parlé des échanges commerciaux, les investissements avec une forte présence des investissements européens de manière générale, avec bien sûr certains qui se distinguent, certains qui commencent à prendre de la vitesse, notamment pour ne citer que l'Allemagne, sur le territoire marocain. Mais au-delà de cela, on est orienté, et quand je parle de l'Allemagne, c'est vraiment pour faciliter aussi la transition. Si vous parlez de l'avancée du Maroc en ce qui concerne les questions sécuritaires, il y a aussi l'avancée du Maroc, et c'est un fait, sur les énergies du futur, sur les énergies renouvelables. Et là, et quand je disais clé de voûte dans mon introduction, c'est la clé de voûte de l'UE sur une question qui est on ne peut plus d'actualité depuis l'avènement de la guerre en Ukraine, et que demain, les enjeux du changement climatique, du coup, inquiètent des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée. Peut-être un mot sur ces aspects énergie, climat et environnement, Tarek. Vous avez tout à fait raison. Enfin, déjà, ce partenariat vert Maroc-Union européenne représente, disons, un jalon essentiel de cette coopération entre le Maroc et l'Union européenne. Il y a ce fameux Green Deal, ce projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. C'est un levier majeur de la stratégie verte marocaine. Et les opérateurs européens ne s'y trompent pas, ils le savent, ils le reconnaissent. Il y a de plus en plus d'opportunités qu'offre le Maroc en matière de transition énergétique, et cela grâce à un cadre de coopération très, très clair. L'Union européenne qui reconnaît d'ailleurs aussi le leadership du souverain en matière de lutte contre le changement climatique, et sa vision en faveur d'un développement aussi durable et inclusif du royaume et du continent africain, un engagement de haut niveau qui a permis d'ailleurs au Maroc de définir un cap ambitieux en la matière, et l'Union européenne compte en profiter aussi. Merci. Peut-être, oui, professeur Sahimi. C'est important ce que vous avez dit, ce qu'a dit notre ami Tarek Labi. Quel est le pays de la rive sud? Moi, je suis dans le comparatif, peut-être ça aide à comprendre. Quel est le pays de la rive sud qui est intéressé par l'hydrogène vert? Personne. Prenez la liste. Oui. Le Maroc est innovant, il est en première ligne, il est sur ce plan-là. Alors, d'ailleurs, l'Union européenne le sait parce qu'elle a signé avec le Maroc le pacte vert. C'est le seul pacte vert signé par l'Union européenne avec un pays tiers de la rive sud. Eh oui, c'est extrêmement important. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est le problème pour nous d'ajuster notre économie au mécanisme, ce qu'on appelle d'ajustement carbone. C'est le problème de l'industrie décarbonée, c'est connu, j'y reviens pas. Et c'est une opportunité pour le Maroc aussi, pour notre appareil productif et pour nos exportations, de nous installer dans un créneau offrant de nouvelles opportunités par rapport à ce que l'on fait maintenant de manière conventionnelle. Donc il y a encore de l'innovation. C'est de l'innovation. Et l'Union européenne, vous avez cité l'Allemagne, bien sûr, c'est extrêmement important, où il y a de grands chantiers, de grands programmes. Il y en a en Espagne, il y en a moins en France. Paradoxalement, la France n'est pas encore au même niveau. Il y a là ce pacte vert au niveau de l'Union européenne qui va opérer une mutation de notre appareil de production et offrir au Maroc de nouvelles opportunités. Une dernière observation pour nos relations avec l'Union européenne, il y a deux niveaux. Il y a le niveau bilatéral auquel vous avez fait référence. Parlons-en justement. De ce niveau bilatéral. Alors, de niveau bilatéral, il y a des relations privilégiées ou normales avec les 27 pays. On n'a peut-être pas le temps de les évoquer, mais il est bien évident qu'avec l'Espagne, c'est un partenariat privilégié, avec la France aussi, avec l'Allemagne aussi, un peu moins ailleurs, etc. Donc il y a une gradation. Mais c'est quand même... Le problème qui se pose pour nous, pour notre diplomatie, c'est comment faire en sorte que ces partenariats privilégiés bilatéraux avec un groupe de pays... Avec plus de la moitié des pays qui constituent l'UE, disons-le, voilà. Avec la majorité des pays qui constituent l'UE. Mais il y a une gradation. En restant démocratique. Il y a une gradation dans les partenariats privilégiés. Le partenariat privilégié avec l'Espagne est différent de celui que Oui, mais quand je faisais allusion au nombre de pays qui appuient... 16.
le plan d'autonomie du Maroc. Donc là, on a dépassé de manière expresse et claire. Il y en a 16 qui appuient le plan du Maroc. Il en reste 11. Dans les 11, il y a de l'eau. Vous voyez, il y a de l'eau, il y a 5 ou 6 qui sont là, qui appuient, mais tièdement. Et puis, il y a 5 ou 6 qui n'appuient pas sans proposer quoi que ce soit. Ce que je voulais dire, c'est comment, pour ce qui est des relations avec l'Union européenne, comment faire en sorte que ces acquis-là, bilatéraux, sous différentes variantes, puissent générer une amélioration qualitative des relations entre Rabat et l'Union européenne. Est-ce qu'il y aura ruissellement, si je puis dire, ou pas? Voilà une question. Ruissellement, une théorie du ruissellement dans la diplomatie. On apprendra toujours du nouveau avec vous aussi, Sahimi. Alors, sur la base de ces relations bilatérales, privilégiées ou en bonne santé, j'ai envie de dire, avec les différents États membres de l'Union, quelles sont les nouvelles perspectives des relations, Tariq Labi? Alors, les perspectives, je souhaite revenir tout de même sur les exemples qui fonctionnent bien. On sait qu'on a une météo au beau fixe avec certains, un peu plus tristounette avec deux autres. Et je souhaiterais quand même faire une parenthèse avec l'Espagne. C'est quand même assez caractéristique de cette diplomatie innovante du Royaume du Maroc. Nos relations avec l'Espagne, on sait qu'il y a l'histoire, la géographie, les enjeux économiques, les considérations sécuritaires de par la proximité. Et Madrid et Rabat sont plus que jamais, je dirais, convaincus que leurs intérêts sont un peu entremêlés et qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. De plus, je pense que cette stabilité et ce développement de la région euro-méditerranéenne dépend dans une large mesure de relations exemplaires entre le Maroc et l'Espagne, avec un espoir, comme l'a souligné Sahimi, de voir que ces relations bilatérales qui fonctionnent avec pas mal de pays déteignent et se fassent un peu l'écho des desiderata dans les hautes instances européennes. Merci beaucoup, Tariq Labi. Un dernier mot, Mostafa Sahimi, puisqu'on parle de perspectives, d'avenir. Les perspectives, c'est d'abord travailler sur ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, en février 2021, l'Union européenne a défini un nouvel agenda de la Méditerranée. Oui, c'est important, c'est un engagement. Et au titre de cet agenda-là, il est prévu donc une aide au Maroc pour relancer et renforcer le partenariat, un plan économique d'investissement qui devrait mobiliser 8,7 milliards d'euros pour la période 2022-2027, intéressant le Maroc. Alors 8,7 milliards. Ce sont des investissements, on ne parle pas de programme d'aide. Hein. Non, mais bien sûr, c'est de l'investissement, c'est important, c'est d'investissement, 17 milliards. Alors, un dernier mot aussi, il faut le dire, mais rapidement, c'est que le Maroc prend conscience de l'étroitesse et la dimension de ses relations avec l'Union européenne, bien sûr, mais il mesure aussi, il faut bien le dire, le déclassement et la perte d'influence de l'Union européenne sur la scène mondiale, d'où sa politique de multi-alignement avec des partenariats privilégiés avec d'autres pays. Exactement, c'est cette lutte d'influence. De toute façon, elle change tellement avec tous les événements géopolitiques que nous connaissons depuis quelques années maintenant, que effectivement, c'est vraiment la course à engranger le maximum de partenaires et gagner du terrain face aux concurrents, qu'ils soient turcs d'ailleurs, aux portes de l'Europe, sur des terres ou des terrains historiquement acquis pour l'Europe, l'Afrique et j'en passe. Mais en tout cas, positif, optimiste. Le Maroc sait décoder les mutations qui frappent l'ordre international passé au profit d'un autre ordre international encore balbutiant. Inconnu. Merci. Merci à vous. Merci à vous également, Tariq Labi. C'était un plaisir d'échanger à nouveau avec vous. Un plaisir partagé. Merci à vous, bien évidemment, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à Questions d'Actu. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end à tous.